Cette magnifique maison en chanvre, on s'apprête à la visiter avec leurs constructeurs, autoconstructeurs Marilyn et Alex, dans laquelle on va voir comment ils ont construit toute la maison, les fenêtres avec leurs propres mains. On va voir aussi l'atelier d'ébénisterie qu'ils ont construit pour construire leur maison, aussi l'atelier de forge qu'ils ont construit pour faire les forges sur leur maison, tous les morceaux de métal. Alors, c'est un couple d'autoconstructeurs magnifiques qui ont tout fait eux-mêmes. Alors, visite dans un instant avec eux. On va aller voir tous les étages de la maison. C'est parti! Alors, je suis avec Alex et Marilyn qui ont fait cette magnifique maison en chanvre. Parlez-nous de votre maison un peu. Qu'est-ce qu'on s'en va visiter? Oui, bien, bonjour tout le monde. Bienvenue chez nous, chez les Loulous. Bonjour à vous. Alors, la maison, c'est une maison charpente traditionnelle, donc tout en poutres et poteaux, chevilles de bois et l'isolation en mortier organique de chanvre et chaud avec toiture en bardeaux de cèdre, donc entièrement biodégradable, si on peut dire. Ouais, fait qu'on va aller visiter ça? Oui, tout à fait. Absolument. On vous suit. Allez. Fait que tu nous parlais, Marilyn, un peu de la toiture. Oui, exactement. Donc, la toiture qui est en bardeaux de cèdre, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Québec. C'est vrai que si vous vous promenez en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, l'île Bonaventure, on en voit partout. C'est encore debout, ça tient. Le bardeau, pourquoi il est gris? On sait que le bois, les sels minéraux ont tendance à remonter à la surface et c'est ce grisonnement-là qui lui confère une protection naturelle. Donc, souvent, quand on vient mettre trop de produits chimiques, des huiles, on emprisonne le bois qui ne respire plus. Alors, finalement, il faut laisser la nature faire son travail. C'est la meilleure protection. Puis là, on va passer devant la maison vite, mais on va y revenir. Ah ben oui, bien sûr. Parce que là, une maison dit aussi, quand on est autoconstructeur, des ateliers. Alors, on va aller faire la visite d'abord l'atelier bois pour tout ce qui est charpente, menuiserie, parce qu'il faut savoir qu'ici, on a vraiment tout fait de A à Z. Donc, ça prenait l'atelier bois, entre autres, pour la fenestration et également la forge. Ça, la forge, je pense que c'était plus pour s'amuser. Hein? Oui. C'est quand même beau ce que vous avez. Le petit côté Astérix. Oui. Alors ici, donc, l'atelier, comme l'a dit très bien ma blonde, l'atelier menuiserie, charpente, où on va retrouver donc la dégauchisseuse, la raboteuse, la façonneuse, le fameux bandsi, mais aussi une petite mortaiseuse à ciseaux creux pour nous permettre de fabriquer les fenêtres qui sont tout en tenon mortaise comme à l'ancienne. Donc voilà, mouton gueule de loup, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc je vous en prie, suivez-nous. Fait que ça, c'est un petit peu le repère où il faut que je vienne le sortir pour dîner, parce que sinon, il passe des heures là-dedans. Je suis en ermitage là depuis quelques années dans mon atelier. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez de préféré ici? Oh, je te dirais en fait tout, parce que chaque machine est interdépendante, chaque machine est un maillon de la chaîne qui a contribué à la fabrication de la maison. Donc, je n'ai vraiment pas de préférence. Ben allez, peut-être mon bandsi. Pourquoi? Parce que c'est le dernier bandsi qui a été fabriqué au Québec, à Drummondville. Malheureusement, après, la compagnie a délocalisé en Asie. Alors lui, il est vraiment local. Il vient d'ici. Donc lui, j'en suis fier et je l'aime beaucoup. Bien, je dirais peut-être aussi la configuration, parce que nous, c'est un petit atelier, hein, c'est 15 par 19. Mais malgré le petit espace, on s'est arrangé pour que chaque machine soit orientée de sorte qu'on arrive à passer des planches de 8 pieds en entrée et sortie. Fait que c'est quand même fonctionnel. D'où l'angle ici, hein, vous pouvez remarquer l'angle de certaines machines. Alors ça n'a pas été placé là, jeté là de façon anarchique. Il y a vraiment une géométrie qui, comme dit ma blonde, nous permet de passer, de travailler des plus grandes pièces. Évidemment, je travaille le chêne blanc en particulier, qui est très dense, qui est très lourd. Donc, il est rare, en fait, que je travaille des pièces de 8 pieds. Voilà. Puis ce que j'aime, en fait, c'est surtout que c'est notre première construction. Ça a été un peu notre test avant de se lancer dans la maison. Oui, donc on a un deuxième bâtiment atelier. Donc ici, c'était pour le travail du bois. Mais dans notre passion et notre découverte des messiers anciens, on a découvert la forge. En fait, la ferronnerie d'art, si on veut être un petit peu plus précis. Donc, c'est quoi la différence?
Alors, la forge, en fait, si je ne m'abuse, et mon Dieu, qu'on me corrige si je me trompe, la forge, à l'origine, peut-être qu'elle faisait plus allusion au maréchal ferrant, hein, donc le soin des pieds des chevaux, le fait d'apposer des fers sous les sabots des chevaux pour éviter une usure prématurée des sabots. La ferronnerie d'art, elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus fine aussi que la forge. En fait, je vous dirais, peut-être plus décorative, donc la forge est peut-être la charpente pour le bois et la ferronnerie d'art, l'ébénisterie pour le bois. Donc, c'est peut-être l'analogie que je ferais. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est le troisième bâtiment qu'on a fait ici. Donc, il y a vraiment eu l'atelier, la maison. Et après, pour la finition, on est venu faire la forge, mais elle nous sert également d'emplacement pour effectuer les collages de certaines pièces de bois. Donc, c'était vraiment un endroit de travail extérieur. Et elle est entièrement faite en chanvre aussi. Et là, si vous venez à l'intérieur, c'est intéressant parce que vous allez voir, on n'a pas fait d'enduit à l'intérieur. On voulait vraiment garder le chanvre brut. Ça vous permet de voir un peu de quoi ça a l'air quand on vient de finir nos coffrages. Alors, avant de rentrer à l'intérieur, petite spécificité, en fait, on s'est amusé avec mon épouse à ce que le tenant mortaise, donc la structure du bâtiment, soit visible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Donc la maison, vous pouvez voir que le poutrage a été enseveli par les murs de l'extérieur et visible à l'intérieur. Pour éviter les ponts thermiques, voilà. évidemment. Mais évidemment, compte tenu que là, c'était une forge, donc on avait moins besoin d'avoir chaud l'hiver, puisque la forge nous réchauffe par définition. Alors on s'est amusé à faire un vrai pan de bois, un colombage, comme on peut voir notamment en Alsace, par exemple, ou encore à Troyes, qui va être visible de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc là, c'est vide parce qu'on a vendu la maison. Donc la forge sert maintenant à quelqu'un d'autre, mais ça vous permet de voir en même temps le bâtiment. Donc encore là, charpente comme la maison en tenon mortaise avec les chevilles de bois, un peu comme on le voyait dans les granges à l'époque. Et puis les murs d'isolation de 6 pouces en chambre réchaud. Alors, pour ceux et celles qui vont voir le chantier d'Amélie et Martin, vous pouvez remarquer ici, une fois que le mur banché est sec, on peut noter les strates de chanvre lissées, tassées, tissées à la main. Oui. Pardon, excusez-moi. Ouais. Alors, on peut voir ici qu'on tissait l'équivalent d'à peu près 6 pouces de chanvre. Une fois comprimé, on tombait peut-être à 2 pouces, 2 pouces et demi, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on monte nos murs. Voilà. Et on pourrait presque dire une journée égale 6 ou 7 strates. Donc on peut voir le nombre de jours qu'on a mis à fabriquer le bâtiment. Wow. Puis il y a une quatrième cabane aussi. Ah ouais, c'est vrai. Et non la moindre, celle des enfants. Parce qu'en fait, quand on a construit notre forge, les enfants étaient petits. La plus petite des 3 avait 2 ans. Donc, pour pas qu'ils s'ennuient, pour qu'ils soient près de nous, on leur a fait une petite cabane dans les arbres. Donc, durant tout le chantier de la forge, bien, les enfants étaient à l'abri, protégés de la pluie au chaud. Puis, je dirais que la petite, elle a fait pas mal toutes ses siestes d'après-midi dans la cabane, dans les arbres. Wow! C'est vraiment le fun. Alors maintenant, on pourrait aller visiter la maison. Là, on a vu tout ce que ça a pris pour construire la maison. Oui, bien ça, c'est vraiment parce qu'on est assez... on aime bien faire toutes les choses nous-mêmes. C'est vrai que en ayant décidé de faire la maison, bien, on s'est lancé puis on a voulu mettre la main à la pâte à chacune des étapes. Puis c'était vraiment le but de revivre un peu ce que vivaient les anciens aussi et de remettre en vie des métiers qu'on est en train d'oublier. Peut-être juste avant de rentrer, Fred, une autre petite particularité. Donc, vous avez remarqué dans l'annexe, dans la forge, le bois de structure était visible à l'extérieur comme il était à l'intérieur. Là, on a décidé de le laisser apparent seulement à l'extérieur, mais il est caché à l'intérieur pour éviter les ponts thermiques. Puis en même temps, c'était une façon pour nous de montrer aux gens que la maison, de nous rappeler que la maison est faite en poutre et tout. Donc, l'entrée est un peu représentative de l'intérieur. Et vous voyez ici à quoi nous sert la forge. Donc, on va rentrer à la maison. Oh, doucement Frédéric. Avant de rentrer davantage, simplement te présenter ici le plafond provençal, alors qui consiste en fait tout simplement à insérer de la matière banchée en chanvre et chaud dans les interstices, c'est-à-dire entre les poutres ici que tu vois. Les poutres sont taillées un peu de façon conique pour retenir la matière et éviter que la matière ne tombe. Donc, on ne voit en fait que la face plane des poutres, mais il faut imaginer qu'en haut, elles sont légèrement donc triangulées. Donc voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on affectionne beaucoup avec ma blonde, le plafond provençal, parce qu'il donne beaucoup de lumière dans la maison.
Puis justement, parlant de lumière, vous allez voir à la maison, je pense que c'est une des choses qui était importante pour nous, c'est d'avoir beaucoup de lumière extérieure, puis des grands volumes pour avoir cette impression de vivre un peu en harmonie avec l'extérieur de la maison. Donc, des grandes baies vitrées, des fenêtres sur les 4 côtés de la maison. Et le plus vitré des côtés est évidemment le côté sud. Pour 2 raisons. C'est sûr qu'il y a toute la lumière qui nous sert de passif, de solaire passif, mais la masse thermique aussi à cet endroit-là va accumuler la chaleur. Donc, vraiment, le mortier est, oui, isolant, mais accumule aussi toute la chaleur du soleil et va la rediffuser, par exemple, durant la nuit au moment où c'est plus frais. Alors, simplement pour rebondir sur ce que tu dis, chérie, j'ajoute une petite touche technique, en fait, par rapport à la masse thermique, je me permets. En fait, le gros avantage de la maison de chanvre et chaud, c'est qu'elle a une diffusivité donc très lente. C'est-à-dire que le flux de chaleur qui vient de l'extérieur va traverser très lentement, en fait, le mur d'une face à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'elle diffuse très lentement la chaleur ou le froid de part et d'autre du mur. D'un autre côté, elle a une effusivité très importante. L'effusivité, c'est quoi? C'est la capacité du mur, donc, de stocker et déstocker l'énergie en fonction de la température intérieure de la maison. Donc, je vous donne un exemple. S'il fait très chaud dans la maison, le mur va réabsorber la chaleur de la maison pour la rediffuser vers l'extérieur dans le but de refroidir la maison, donc elle va stocker l'énergie. Si au contraire la température s'abaisse dans la maison, alors le mur va déstocker, ça veut dire qu'il va rediffuser en fait renvoyer, redistribuer, merci, la chaleur à l'intérieur de la maison, toujours en recherche donc d'équilibre de la température ambiante et à l'intérieur du mur. Et ça, c'est une force du mur en chanvre et chaud. Puis justement, on parle de masse thermique, mais si on part finalement de la fondation, hein, nous ici à la maison, il n'y a pas de sous-sol. Donc, on est sur la dalle de béton directement. Pourquoi? Parce qu'on a au Québec le gaz argon. Radon, pardon, je mélange toujours les deux avec les fenêtres. Alors, le gaz radon, hein, chérie, qu'est-ce que c'est? On se rappelle, hein, c'est en fait le déchet de produits radioactifs qui sont contenus dans le sol, qui s'appelle donc le radon. Et évidemment, qui n'est pas dangereux parce que lorsqu'il sort du sol, il se retrouve en contact avec l'air ambiant, il va être dissipé et il n'est pas dangereux pour l'humain. Par contre, il peut être dangereux quand il est dans le sous-sol parce que les sous-sols, on le sait, surtout l'hiver, le sous-sol est fermé, le gaz radon va s'accumuler à l'intérieur du sous-sol et là peut atteindre donc, je ne me souviens plus, alors je vais taire, mais je crois que c'est 200 particules par million, je crois, et rendu à ce niveau-là, c'est dangereux donc pour notre santé. Je rappelle que le gaz radon est la 2e cause du cancer du poumon au Québec. C'est des infirmiers qui parlent. Fait que c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé, nous, de ne pas avoir de sous-sol et d'y aller sur une dalle directe. Donc, dans la dalle, il y a des tuyaux. Donc, c'est vraiment un plancher radiant qui fonctionne à l'eau chaude. Donc, ça, c'est la première masse thermique qui vient vraiment réchauffer toute une masse de béton et après ça, la rediffuser dans la maison. L'autre masse thermique qu'on a, mon chum vient d'en parler, les murs de chanvre qui nous entourent. Et de ton autre côté, Fred, on a ici le foyer de masse. Donc, c'est un foyer de masse Temcas avec une chambre de post-combustion qu'on voit de l'autre côté, qui nous sert de four à pain. C'est quand même triste, la vie. Et l'avantage des foyers de masse, c'est que l'énergie, en fait, la bûche va être brûlée jusqu'à une hauteur supérieure à 1000 degrés, ce qui nous permet d'avoir une pleine combustion et d'avoir aucune émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment des foyers qui sont très propres, qui consomment très peu de bois aussi parce que, on le comprend, on utilise vraiment toute l'énergie de la bûche en brûlant les gaz dans la chambre de post-combustion. Et ça, c'est vraiment l'endroit où on vient se coller le matin, l'hiver, parce qu'on a une masse thermique avec 2 couches de briques qui va après ça rediffuser cette chaleur-là dans la maison pour le bonheur des habitants. En fait, la source de chaleur, la principale source de chaleur de la maison, les fenêtres. Mais vous avez fait quelque chose de spécial avec les fenêtres. On en voit une là, j'aimerais ça les voir de proche. Tout à fait. Alors, les fenêtres, donc vous voyez fenêtres à crémone, 4 battants. 1, 2, 3, 4, soit 2 battants à l'intérieur, 2 battants à l'extérieur, qui viennent tout simplement donc épouser un joint donc de part et d'autre du cadre intérieur que vous pouvez voir ici et qui fait une étanchéité. Une étanchéité relative, évidemment, parce qu'on voulait laisser circuler de l'air à l'intérieur des 4 battants pour éviter donc la condensation. Et ça marche très bien.
C'est une vieille technique, on n'a rien inventé avec ma blonde. Nos anciens faisaient ça. Donc vous pouvez remarquer ici la gueule de loup qui va venir manger le mouton. L'un rentre dans l'autre et tout simplement. Et contrairement aux fenêtres thermos qu'on doit changer parce qu'au bout d'un moment, le gaz s'échappe et elles sont plus aussi efficaces et condensent, là, c'est vraiment l'espace entre les deux battants qui finalement permet à l'air de se tempérer. Donc, il y a vraiment un 4 pouces d'air entre les deux vitrages et finalement, le chaud ou le froid ont un espace pour éviter la condensation. Tout à fait. Donc, on connaît tous le principe de la condensation. Bien évidemment, l'air ou plutôt la surface de vitre qui est plus froide que l'air ambiant, lorsque les deux se rencontrent, ça crée un point de rosée et évidemment, l'eau va ruisseler contre l'intérieur de la fenêtre. Et évidemment, l'hiver, il fait froid, l'eau va s'accumuler ici en bordure de la fenêtre, geler et créer donc de la glace et éventuellement pourrir la fenêtre à long terme. Donc, nous, on a choisi de laisser l'air finalement s'introduire entre les 4 battants pour éviter justement cette condensation. Puis là, vous ne l'avez pas dit beaucoup, mais l'atelier de menuiserie qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'était pour créer ces fenêtres-là, entre autres. Oui, tout à fait. Vous avez chaque morceau de bois, c'est vous qui l'avez fait. Oui, on est parti vraiment du bois brut. Donc, nous, on achète les planches de bois brut qui sont dégauchées, rabotées et travaillées une à une. En atelier? Oui, pour effectuer les fenêtres. Donc, une fenêtre comme ça, on parle à peu près de quoi? 1 à 2 semaines de travail? Si elles ont un battant? Oui, alors en fait, là encore, mon amour, tu me prends pour un Ironman. Donc une fenêtre comme ça, c'est environ 3 semaines de travail. Quand je suis très en forme, peut-être 2. Et en passant, je ne suis pas tout seul en fait, puisque tout ce qui a été fabriqué ici, que ce soit les fenêtres ou le tenon mortaise, c'est ma blonde et moi. Donc c'est vraiment un travail en binôme. Alors oui, il faut compter à peu près... 2 semaines quand on a... Voilà, 2 semaines, c'est quand on est bien parti. Alors ma blonde expliquait, le chêne blanc est acheté donc en bois brut, en 8 quarts ou en 6 quarts. Donc pour les peut-être plus connaisseurs, en fait, le 8 quarts est un madrier de 2 pouces d'épaisseur et le 6 quarts 1,5 pouce. Donc dépendamment de nos besoins, on travaille en 8 quarts ou en 6 quarts. C'est du chêne blanc qui malheureusement, je dis malheureusement, vient des États-Unis, malheureusement parce que nous encourageons avec ma blonde le marché local, sauf que je ne pouvais pas avoir de chêne blanc, comment dirais-je, loin du cœur du bois. Il faut comprendre que plus le chêne, plus le bois d'œuvre à utiliser est loin du cœur, plus il est stable, plus il est proche du cœur, moins il est stable. On comprend que pour des fenêtres, à cause des changements, des variations de température, il faut avoir un bois le plus stable possible. Donc, on vient de parler de bois avec les fenêtres qui sont en chêne blanc. Par contre, pour la charpente, là, on s'est vraiment repris et on a une belle vue d'ici de la charpente qui est entièrement en pruche et en mélèze du Québec. Donc, c'est vraiment une charpente qui s'installe sur 3 étages encore là pour aller chercher le volume. Et l'avantage de la charpente traditionnelle, c'est qu'on peut habiter les combles et on va y revenir un peu plus tard dans la visite pour vraiment vous expliquer un peu le type de ferme de toit qu'on a choisi. Et pour monter, encore dans le bois, on va emprunter notre escalier. Donc, escalier qui est en chêne toujours. Et vous voyez ici les détails en fer forgé qui rappellent un peu le grillage de l'entrée. Donc, on a voulu faire un petit rappel pour amener un peu de congruence dans la maison. Donc, en fait, c'est un escalier assez simple. Donc, sur un limon central, c'est un quart tournant balancé 3 marches, comme vous pouvez voir ici. Alors, en fait, ce qu'on a décidé de faire avec ma blonde, on aimait bien le mélange acier-bois, ce côté un peu industriel. Donc, on a simplement fixé nos marches sur des plaques d'acier qui elles-mêmes sont fixées donc sur le limon. Les contre-marches, évidemment, sont vides, comme vous pouvez le voir. On voulait quelque chose d'aérien pour laisser passer le plus possible de lumière vers l'intérieur de la maison. Et puis, une rampe ici, encore une fois, en fer forgé, dans la forge que vous avez visitée tantôt. Puis je trouve ça intéressant, le lien aussi de les plaques par en dessous, c'est qu'on voulait avoir vraiment des marches qui sont lisses. Donc, on ne voulait pas avoir de fixation apparente sur les marches, c'est juste avoir le bois très pur. Donc, voilà, exactement, la recherche de pureté, en effet. Tout à fait. On monte en haut. Petite, en montant, Frédéric, aussi, je me permets un regard sur les enduits. Donc, on a tenté de faire un stuc vénitien, qui est un enduit très fin, très lisse et très étanche aussi, d'ailleurs.
Alors, le stuc vénitien comme le marmorino sont des enduits quand même assez luxueux hein, en termes de finition. Puis très lumineux aussi. Encore là, dans l'esprit de lumière, ça réfléchit la lumière. On se rappelle, les enduits, c'est fait avec de la chaux et de la poussière de marbre. Donc, c'est vraiment un aspect très cristallin. Donc là, ici, en fait, c'est vraiment l'étage des enfants. Donc, c'est encore là à air ouverte. C'est leur espace. Donc, ils ont leur chambre ici. Et c'est aussi notre salle familiale où on se retrouve le soir pour des petites soirées cinéma. Et on a une belle vue encore là de la charpente. Et notre petite cachette secrète qui est dans les combles de toit. Donc, quand je disais que tantôt hein, que la charpente, c'est le fun parce qu'on utilise tout l'espace, bien, nous, on a décidé d'utiliser ce comble-là pour y faire notre chambre. Peut-être encore là, je pourrais vous montrer en fait la ferme de toit qui est la pièce maîtresse de la maison. Bien ici, oui. Je pense qu'on la voit bien ici. On peut la voir ici hein, puisqu'il y a 4 fermes de toit qui se succèdent et qui forment la pente de toit. Donc, ici, Frédéric, la grande poutre que tu vois là, c'est l'entrée. L'entrée dit retroussée parce qu'il est surélevé. Et tu as au centre donc le poinçon qui part du centre de l'entrée pour rejoindre le faîtage, qui lui est maintenu par 2 arbalétriers que tu vois ici qui forment donc comme un tipi en fait, le triangle, et qui permet de soutenir les pannes intermédiaires, les chevrons puis la toiture. Ce sont des arbalétriers qui sont dits interrompus parce qu'ils ne vont pas donc jusqu'à la sablière. Ils sont interrompus par les jambes de force ici qui viennent donner de la hauteur et qui permettent une meilleure habitabilité donc aux pièces. Voilà. Donc c'est une charpente, on dit qu'elle est à entrée retroussée et arbalétrier interrompu. Voilà. Charpente champenoise typique de Troyes. Donc, ça prend un certain vocabulaire. C'est pour ça, je pense que les premiers livres qu'on a fait venir, c'était beaucoup de lexique pour comprendre chaque pièce et être en mesure d'aller suivre notre formation de charpente en ayant un minimum de vocabulaire pour suivre notre maître charpentier. Voilà, mais encore là, c'est un vocabulaire qui est quand même assez succinct, assez primaire. Logique aussi quand on Oui, comprend. parce que en fait, le vocabulaire du très précis de charpente, hein, si on pense à Mazerolle, par exemple, ou encore Mansart, pardon, le vocabulaire est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus complexe. Mais ma blonde et moi n'avons que les bases, donc on a une infime partie de la nomenclature de ce que peut être la charpente traditionnelle. Je pense que tout ce processus-là aussi amène une grande humilité puis face à tous ces métiers parce qu'il faut savoir que quand même les charpentiers, les forgerons, c'est des formations qui durent des décennies. Ça prend 5 ans d'études juste avec le compagnonnage pour avoir les bases, les rudiments pour partir puis aller se former davantage. Alors, oui, d'ailleurs, le compagnonnage, si on reprend un peu l'histoire, hein, on commence comme lapin, hein, c'est-à-dire qu'on passe le balai hein, pour nettoyer les épures, donc l'endroit où on va tracer les poutres. Après, éventuellement, si on a bien travaillé et qu'on est reconnu par notre supérieur, par notre maître, on devient des apprentis, éventuellement des compagnons. Et puis, après plusieurs décennies hein, d'expérience de travail où on a gagné quelques galons, on peut donc s'attribuer le titre de maître charpentier. Mais en même temps, c'est un savoir qui est pérenne, puis c'est pour ça qu'on a des maisons, entre autres en Europe, qui sont debout depuis plus de 800 ans et qui tiennent toujours. Tiens, donc, à l'étage, là, c'est vraiment notre endroit, donc notre chambre à tous les deux. Donc, vous faites vraiment partie de notre vie intime, là. Donc, bienvenue dans le 3e étage, les combles de toit. Donc, comme je disais, l'avantage de la charpente, c'est que ce sont des combles qui peuvent être habités. Et nous, ici, il y a un beau détail qu'on aime particulièrement, c'est le double faîtage. Donc, le faîtage, c'est vraiment hein, la poutre qui traverse la maison, qui retient les chevrons. Mais si vous voyez ici, il y en a 2, donc superposées une à l'autre, avec 2 rangées de liens ici, qui viennent vraiment servir de contreventement pour solidifier la charpente. Il faut savoir qu'ici, on a quand même 40 pieds de hauteur de plafond. Donc, c'est vraiment pour amener une rigidité entre les fermes de toit. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont vu dépasser un petit peu, mais on a quelques brindilles ici. En fait, c'est un petit fait intéressant. Pendant la construction de la maison, au moment où on était en train de monter la cheminée, il y a un nid de merle qui a décidé d'établir son nid dans la maison au même moment que nous faisions notre nid. Et puis, pendant toute la construction de la cheminée, on voyait la maman venir nourrir ses bébés. Puis, mon chum a même été témoin de l'envol des premiers bébés.
Alors, on l'a laissé là, puis on s'est dit que si les animaux aimaient bien notre maison, ça devait être un habitat pas pire pour vivre. Voilà, donc du coup, ça fait, on peut dire, chérie, ça fait comme 12 ans que le nid est là? Ouais, à peu près, effectivement. Ouais. Donc, en tout cas, une bonne dizaine d'années. Et par respect pour le nid et aussi en commémoration à l'envol de ces mères auquel j'ai assisté. C'était quand même un grand privilège dans la vie d'un papa, tu sais. Donc, on a décidé de le garder. Voilà. Wow. Puis on voit bien le chanvre derrière. Oui, tout à fait. C'est vrai que notre chambre, c'est le seul endroit où on a choisi de ne pas faire d'enduit de finition puis de vraiment garder le chanvre brut. Pour nous rappeler, en fait, les derniers moments où on a tissé la matière, puis d'avoir ce contact-là avec la fibre végétale dans notre chambre. Oui. Fait que la base de lit, elle a quelque chose de spécial. Oui, effectivement. Pour ceux et celles qui se demandent, mais comment ont-ils fait pour monter un lit et sa base ici? Alors, effectivement, vous avez compris que c'est pas vraiment possible. Hein. Vous avez vu que la cage d'escalier est quand même assez exiguë, assez étroite. Donc, le matelas, en fait, c'est un matelas écologique en EVA, en latex. Donc, lui, il est quand même assez malléable. On peut le plier. Alors, on a pu le monter relativement facilement. Pour la base, on a pensé à une base, donc, technique japonaise, ultra simple. Hein. Donc, vous voyez ici, fait de 1, 2, 3 morceaux. Seulement 3 planches, en fait. Alors, ces planches-là sont tout simplement taillées en U. Chacune des planches est taillée en U et chacune d'entre elles rentre l'une dans l'autre. C'est un simple assemblage, pas de clous, pas de colle, pas de vis, pas de cheville non plus. Donc, je pourrais prendre ma base de lit et avec quelques coups donc, de la paume de ma main, démonter ma base de lit en quelques minutes. Voilà. Aussi, Fred, tu peux remarquer là de près hein, les chevilles. Hein. Donc, les chevilles qui viennent tout simplement barrer en fait le tenon à l'intérieur de la mortaise. Alors, il faut comprendre que cette pièce-là, qu'on appelle un lien, est taillée de façon à avoir un tenon qui rentre dans une fente, dans un trou qu'on appelle la mortaise. Donc, j'ai un tenon ici qui rentre dans un trou, dans cette poutre-là qu'on appelle la mortaise. Le tenon est percé. Évidemment, la poutre est percée donc de chaque côté et on vient enfiler une cheville de 18 mm qui va venir tout simplement donc barrer le tenon à l'intérieur de la mortaise, tout simplement. On pourrait enlever en fait la cheville puisque toute la maison travaille en compression, donc en force zéro. Puis fait intéressant aussi, j'ai appris ça récemment, mais au Québec, quand on était mauvais payeur, on coupait les chevilles de la maison. Comme ça, les gens qui venaient après emprunter de l'argent savaient si tu étais un bon payeur ou non. Fait que là, ça va, on est safe avec Desjardins. Voilà. Vous pensez que les inspecteurs des Desjardins regardent encore ça? Je sais pas. Dans leur règlement. Merci pour la magnifique visite. C'est vraiment beau ce qu'ils ont accompli. Il y a aussi d'autres vidéos qu'on a faites avec vous où est-ce que vous parlez plus de votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire que les gens devraient venir voir? Bien, déjà, comment on fait pour être encore ensemble après plus de 18 ans et une autoconstruction? Mais surtout, comment le chanvre est arrivé dans notre vie. Donc, maison en charpente traditionnelle, mais le chanvre qui a été une belle découverte pour nous deux. Yeah, c'est que ça, c'est une autre vidéo qui s'appelle l'entrevue en lien en dessous, ça vous intéresse. Puis on a fait une autre vidéo ensemble que Marilyn, t'es partie pour enseigner comment qu'on faisait la technique, là, comment vous avez fait la maison en chanvre. Puis j'ai dit go, puis t'es partie, puis t'as tout expliqué. Qu'est-ce que t'as expliqué? Bien, en fait, on a la chance d'avoir notre ami Martin qui se construit en chanvre présentement. Puis on s'est toujours dit qu'on voulait absolument aider les autres à faire leur maison. Alors, on en a profité pour vous expliquer des belles vidéos, des petites capsules sur la technique. Donc, comment coffrer, le malaxeur, c'est quoi les recettes. Alors, il y a le lien aussi en bas sur la partie technique du chanvre. Yes, avec ça, c'est nos 3 vidéos. On vient de finir la visite, il y a l'entrevue, puis il y a la technique. Puis je veux finir en vous remerciant vraiment beaucoup d'avoir accompli ce projet avec brio. Je suis sûr que vous êtes inspirés. Moi, ça m'a inspiré. Alors, merci d'être là et de faire voir que c'est possible, le rêve. Puis merci à vous d'être venus puis de nous laisser la chance de partager ça. Puis merci à vous d'écouter ces vidéos, d'avoir de l'intérêt pour la construction de demain. C'est parfait. Yes, fait que... Encore une fois, il faut réaliser nos projets avec brio. Alors, éduquez-vous, c'est très important. Il y a plein de liens autour. Il y a plein de façons. Je vous encourage vraiment de réaliser votre projet avec brio et de s'éduquer, se préparer. Vous en parlez même dans l'entrevue qui est encore en dessous. Fait que c'est ça. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci.